Bonjour, je m'appelle Basile Bernard et je prends la parole publiquement pour témoigner de mon expérience en tant que parent d'élève dans l'enseignement privé catholique sous contrat. Cette prise de parole fait référence à des événements à partir de 2013 dans un établissement catholique lassalien de Perpignan. Je choisis de ne pas nommer l'établissement ni les personnes afin de ne pas m'exposer à des poursuites en diffamation, car j'ai autre chose à faire de mon existence. Je me tiens naturellement à la disposition de la justice ou de l'éducation nationale, voire les deux, pour préciser mon témoignage à l'aide de preuves matérielles et d'identité des parties prenantes. Tout d'abord, je précise que l'affaire ne concerne pas des faits de violence, mais illustre particulièrement bien les relations entre l'éducation nationale et l'enseignement privé catholique, notamment une certaine souplesse dans l'application de la loi Debré en particulier. Afin de comprendre qui parle, je suis Basile Bernard, donc, père à l'époque de deux enfants de 7 ans et 5 ans, celui de 7 ans entrant au CP à l'époque. Ces deux enfants sont scolarisés contre ma volonté et sur décision de justice dans l'établissement en question. Établissement catholique, donc, en début d'année, je demande à rencontrer la directrice afin de me faire présenter les alternatives à l'enseignement religieux que je ne souhaite pas pour mes enfants. La loi Debré précise, sans équivoque, que l'enseignement religieux doit être optionnel et situé en début ou fin d'emploi du temps afin que, premier cas, des activités alternatives puissent être proposées ou, deuxième cas, que les parents puissent déposer plus tard ou récupérer plus tôt leurs enfants à l'école. La directrice, à l'occasion de cette rencontre, m'informe que l'enseignement religieux n'est pas optionnel. C'est illégal, je vérifie que je suis dans mon droit et je contacte l'académie, le recteur, etc. Et tous me répondent, si vous ne vouliez pas que vos enfants aillent au catéchisme, ne les mettez pas dans l'enseignement privé catholique. Même en précisant que l'inscription dans cet établissement est une contrainte, personne dans l'éducation nationale n'y voit à redire. Cet établissement accueille, je le précise, des juifs et des musulmans qui ont une stratégie d'évitement de la carte scolaire, et ce détail aura son importance un peu plus tard. Étant plutôt obstiné et procédurier, je finis par contacter le médiateur de l'éducation nationale par le biais du médiateur de la République. Ce monsieur est la première personne dans tous mes interlocuteurs qui semble connaître la loi suffisamment bien pour savoir qu'elle est de mon côté. Il m'indique qu'il comprend ma situation et qu'il va faire le nécessaire auprès de la directrice de l'établissement. Il me rappelle quelques jours plus tard pour m'expliquer qu'il a rappelé la directrice de l'établissement à ses devoirs et qu'il a notamment mentionné que le contrat d'association avec l'État inclut un certain nombre d'obligations pour les établissements sous contrat, dont le caractère optionnel des cours de catéchisme. Quelques semaines passent et mon ex-épouse m'appelle pour m'indiquer que la directrice l'a contacté pour lui dire en substance les juifs et les musulmans présents dans l'établissement se plient à cette exigence, faites pareil ou j'exclus vos enfants des inscriptions de l'année prochaine. C'est-à-dire que la directrice dit explicitement qu'elle refuse de respecter le droit que le médiateur de l'éducation nationale lui a rappelé. Elle préfère virer deux enfants. La directrice me propose alors de signer un document qui dit en gros que j'accepte sans réserve aucune le projet éducatif de l'établissement si je veux conserver mes enfants dans son école. Pour un certain nombre de raisons, ne pas heurter la scolarité de mes enfants, les laisser avec leurs amis, etc., je décide de signer ce document avec une idée en tête. Je me dis que le document n'a pas grande valeur grâce au principe général du droit. Le principe général du droit, c'est la supériorité de la loi sur le contrat, qui fait par exemple que vous ne pouvez pas signer un accord avec votre patron pour abandonner vos jours de congé, car la loi l'interdit. Ou encore, que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous tuer en lui signant une décharge, la loi l'interdit et c'est pas un contrat de gré à gré qui va y changer quelque chose. Avec cette idée en tête, je me dis qu'une fois que mes enfants seront hors de danger parce que j'ai signé le petit papier, le médiateur pourra continuer à dire le droit, à minima, en faisant un article 40. L'article 40, c'est l'article qui dit que tout fonctionnaire ou élu qui a connaissance d'un délit doit le signaler au procureur de la République, ce qui est le cas ici. Alors, je signe le document et je rappelle le médiateur. À ma grande surprise, celui-ci explique que son travail est terminé, que j'ai choisi de signer le papier et que ça autorise l'école à ne pas respecter la loi et que son action de médiation s'interrompt. J'insiste
et le médiateur m'indique que, sans dépôt d'une plainte conjointe de ma part et de celle de mon ex-épouse au tribunal administratif, il ne peut rien faire. Plus précisément, il choisit de ne rien faire, puisqu'il peut faire un signalement en interne à l'éducation nationale, au rectorat, à l'académie, ou au procureur, comme la loi lui oblige, grâce à l'article 40. Ayant autre chose à faire de mes journées, j'ai laissé tomber. J'ai donc été aux premières loges pour constater que cet établissement pouvait fouler aux pieds l'article 5 du décret 60.389 du 22 avril 1960, au vu et au su de l'éducation nationale, sans risquer quoi que ce soit d'autre qu'une légère vexation téléphonique lors du rappel à la loi. Cette vexation n'a eu lieu que parce que j'ai remué ces lettres pour que ça arrive. À ma connaissance, rien d'autre. Et c'est même pire, cette histoire s'est donc finie par la directrice me forçant à signer un papier qui dit en substance qu'elle ne respectera pas la loi et qu'elle s'en fout. La plupart de mes proches, lorsque je leur raconte cette histoire, trouvent que j'en fais beaucoup pour pas grand-chose, ce que je peux comprendre. Néanmoins, si cet établissement peut se permettre autant de liberté avec la loi sans aucune coercition de l'éducation nationale alors que l'éducation nationale est au courant, on peut imaginer que pour des faits plus graves, l'omerta soit plus grande et que l'impunité soit plus grande. Ce qu'on constate en ce moment à longueur de commission d'enquête parlementaire, et c'est ce qui m'a poussé à ce témoignage. Je vous invite à relayer ce témoignage à quiconque s'est retrouvé dans une situation similaire, coincé entre l'enseignement privé, en l'occurrence catholique, et l'éducation nationale. Et je pense malheureusement que nous sommes beaucoup plus nombreux dans ce cas que ce qu'on peut croire. Je vous remercie de votre attention et je précise enfin le respect infini que j'ai pour les enseignants qui font comme ils peuvent avec de moins en moins de moyens, malheureusement.